Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à la chaîne des valeurs et du développement. Diouroup TV, dans un entretien spécial, reçoit aujourd'hui Famara Ibrahima Cissé. Famara Ibrahima Cissé est le président de l'association des clients et sociétaires des institutions financières. Actif, mais aussi Famara est expert financier. Il est enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bonjour, monsieur Famara Ibrahima Cissé. Bonjour, monsieur Niassi. Merci de m'avoir invité à cette chaîne Diouroup TV, je pense bien. Oui. Voilà, merci beaucoup encore une fois. Famara, on vous connaît dans la défense des clients des institutions financières. L'ACSIF aujourd'hui est connu pour comme association surtout qui s'intéresse à ces questions-là. Aujourd'hui, parler des clients des banques, clients des institutions financières, ça traduit quoi? Oui, ça traduit une volonté d'inclusion sociale. Parce qu'en réalité, la bancarisation est une réalité qui est très faible au Sénégal. Le taux de bancarisation tourne autour de 21%. Le taux de bancarisation élargie tourne autour de 45%. Et le taux d'inclusion financière autour de 65%. Donc vous voyez que ces taux-là sont très faibles pour, pour booster, n'est-ce pas, les finances de notre pays. C'est pourquoi nous nous sommes dit qu'il fallait qu'on participe à cette bancarisation-là. À l'éveil d'abord. À l'éveil, la conscientisation, c'est-à-dire que l'éducation financière, parce qu'on ne peut pas parler de bancarisation sans éducation financière. Malheureusement, la loi a été votée sans mesure d'accompagnement, mais quand même, en tant que citoyen, il fallait qu'on parle aux populations, qu'on les éduque financièrement pour qu'elles puissent prendre soin de leur argent, de leurs ressources, mais aussi qu'elles puissent discuter, négocier les taux d'intérêt qui leur sont appliqués. Donc, ce qui fait que, voilà, cette relation avec la clientèle nous a amené à nous installer pratiquement dans toutes les régions du pays. Dans cette politique monétaire ou bancaire, quel rôle la BCEAO joue? Est-ce qu'aujourd'hui, sincèrement, la BCEAO a un apport pour aider les clients de son espace à voir plus clair? Malheureusement, la BCEAO n'aide pas ses clients. La BCEAO se limite tout simplement à réguler le secteur financier, ne s'adresse qu'aux banques et pas aux usagers. Et d'ailleurs, notre communication avec la BCEAO est très limitée. C'est vrai que nous remontons parfois des réclamations, des pertes au niveau, des plaintes au niveau de la Banque centrale, mais malheureusement, il faut reconnaître que ces réclamations-là, ces griefs que nous avons contre les banques ne sont pas traités à la mesure des actions qui devaient être prises. Oui, quel tableau dressez-vous de la relation entre les banques installées au Sénégal et les clients sénégalais? Oui, le tableau est sombre, ce qui fait que le taux de bancarisation est très faible. Vous savez, il y a énormément de problèmes. Nous recevons en moyenne 40 réclamations par jour. 40 réclamations en moyenne par jour. Ce qui fait que nous traitons beaucoup de dossiers et ces dossiers-là ont trait à des questions de mobilité bancaire, à des questions d'abus, à des questions de qualité, de transparence, et des questions de sécurité, parce que nous sommes dans un monde de digitalisation. La banque en ligne, la banque est dématérialisée aujourd'hui, donc ce qui fait qu'il y a ce qu'on appelle les cybercriminels et les cyberfraudeurs qui s'adaptent à la technologie, qui s'emparent des données des usagers pour vider leur compte, ou bien des cyberattaques des banques qui sont victimes de cyberattaques, de fraude. Donc ce qui fait que, voyez, c'est très compliqué, des réclamations que nous recevons. Malheureusement, certaines banques aussi ne répondent pas
favorablement à ces réclamations, alors que l'écosystème doit s'unir pour traiter les problèmes, les difficultés des usagers, mais aussi pour faire évoluer le secteur pour plus de transparence, pour plus de qualité et à moindre coût. Et pouvez-vous nous donner quand même une cartographie des banques au Sénégal? Nous avons combien de banques au Sénégal et des banques, leur rôle et leur impact dans l'économie d'un pays? Oui, nous avons quelque chose comme 34 banques au Sénégal. 34. Donc nous avons 29 banques, 4 établissements financiers à caractère bancaire et une banque à 100% digital, donc 34 banques. Mais au-delà des banques, il y a ce qu'on appelle les institutions de microfinance, les SFD, on les appelle aussi les SFD. Ils sont au nombre de 195 officiellement reconnus. Mais il y a des institutions de microfinance qui ne sont pas reconnues, qui pullulent dans la clandestinité, qui n'ont pas d'agrément, qui appliquent des taux usuraires. Donc celles-là sont très nombreuses. Et c'est pourquoi la Banque centrale, comme l'État du Sénégal, via le ministère des Finances et la direction de la réglementation, doit veiller à la régularisation de ces institutions de microfinance, mais aussi au contrôle et aux sanctions de ces institutions de microfinance. Donc l'écosystème financier est bien garni, mais malheureusement les Sénégalais ne le sentent pas. Mais parler de clandestinité dans un État sérieux, est-ce que c'est pas un risque pour même la sécurité même des usagers? C'est extrêmement grave et nous avons remonté ces informations à l'État du Sénégal. Nous l'avons remonté à la direction de la réglementation qui devait prendre des sanctions pour stopper, n'est-ce pas, ces institutions de microfinance qui n'ont pas d'agrément. Parce qu'une institution de microfinance doit avoir un agrément, un numéro d'agrément, doit être bien identifié. Parce que si elle n'est pas identifiée, ça devient de l'exercice illégal de la profession. C'est ce qui fait que ces structures-là évoluent dans la clandestinité et en causant beaucoup de mal aux Sénégalais. Aujourd'hui, par exemple, pour un État comme le Sénégal où on parle de taux d'endettement, l'impact des banques devrait être quoi? Ou bien la posture de ces banques-là pour accompagner tout cela? Est-ce qu'elles ont eu un impact pour au moins accompagner la politique monétaire d'un pays? Oui, vous savez, la banque est au cœur de l'économie. C'est la banque qui finance les entreprises. Et alors que les entreprises sont des unités économiques qui créent de l'emploi, qui créent de la richesse, qui créent de la valeur ajoutée, etc. Les banques aussi ont l'obligation de financer aussi les particuliers qui réalisent leurs projets d'infrastructure, soit c'est un bien immobilier, logement ou bien des biens meublement, c'est-à-dire que des biens de meubles, c'est-à-dire que des biens à la consommation. Est-ce que vous voyez? Donc, la banque est fondamentale pour l'économie d'un pays et l'économie même d'une zone. Faudrait-il qu'on ait de bonnes banques, des banques à visage humain et des banques de développement. Malheureusement, dans notre zone et particulièrement au Sénégal, nous avons 34 banques, mais la majorité de ces banques sont des banques étrangères et des banques purement commerciales. Pas des banques de développement, pas des banques d'investissement. La preuve, si vous y allez pour contracter un prêt, elles vous demandent beaucoup de garanties. Des banques qui ne prennent pas de risques, alors que le taux d'intérêt est tributaire du risque. Ça, c'est un. Donc, ne prenant pas de risques, les taux d'intérêt sont très élevés. C'est des taux de 14-15% pour les banques, 22-24% pour les institutions de microfinance. Donc ce sont des taux qui plombent, n'est-ce pas, notre économie, qui plombent, n'est-ce pas, l'élan des entreprises qui ne travaillent que pour rembourser une dette. Mais aussi, les banques prêtent de l'argent à l'État du Sénégal. Maintenant, à des taux aussi parfois exorbitants, alors que nos États doivent emprunter à des taux concessionnaires parce qu'il n'y a pas beaucoup de risques
parce que tout simplement, il y aura toujours des générations pour rembourser. Contrairement à moi-même qui peut emprunter à une banque et décéder le lendemain. Oui. Est-ce que vous voyez? Mais un État a toujours des générations pour rembourser. Donc le risque n'est pas très élevé. Malheureusement, c'est des taux un peu exorbitants. Oui, M. Cissé, vous avez évoqué la faiblesse de la bancarisation au Sénégal, mais vous avez souvent tendance à utiliser un mot, les banques vous volent. Les banques vous volent, sur quelle base vous le dites? Oui, je prends l'exemple de la mobilité bancaire, le changement de banque. Imaginez aujourd'hui, pour changer de banque au Sénégal, le client paye pratiquement 200 000 francs. Attestation d'engagement qui coûte 87 750 pour certaines banques et 100 000 francs pour d'autres. Un papier qui dit juste vous devez tant de francs à la banque. Ce papier-là, c'est un simple papier qu'on vous facture à 100 000 francs. L'attestation de non-engagement, qui est aussi un autre papier qui dit vous ne devez rien à la banque. Ce papier-là, c'est un reçu qu'on vous donne. Soit vous payez, après on vous donne un reçu. Ce reçu-là est facturé à la banque à hauteur de 87 750 ou 100 000 francs pour d'autres banques. Ce qui veut dire que les clients sont devenus des prisons, des prisonniers de banque. Les banques sont devenues des prisons et les clients des prisonniers de banque. Donc, ce qui n'est pas normal parce que ça plombe la concurrence. Il n'y aura pas de concurrence parce que la concurrence suppose que le client puisse quitter sa banque pour une autre banque. Malheureusement, si le client n'a pas la possibilité de quitter sa banque pour une autre banque, ça pose un problème de concurrence, ce qui fait que les prix ne vacillent pas, c'est-à-dire qu'ils ne tendent pas vers la baisse. Parce que la concurrence joue sur la qualité de service, la concurrence joue sur les prix, la concurrence joue sur la transparence et la sécurité dont on a besoin. Mais s'il n'y a pas de concurrence, du fait des attestations qui sont très onéreuses, donc le client il est obligé de rester et de subir. Est-ce que vous voyez? Oui. Il y a aussi des prélèvements frauduleux qu'on note dans certains comptes. Tout récemment, une banque a pris sur elle la responsabilité d'augmenter des agios, de faire passer des agios de 4 000 francs à 4 999, sans aviser le client. Vous savez, entre le client et la banque, c'est un contrat qui les lie. Si le contrat doit évoluer, il doit se faire de commun accord. Malheureusement, de manière unilatérale, des banques se permettent de facturer injustement des clients et le client n'ayant pas les moyens de soutenir les frais de procès, finit par laisser tomber. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons créé cette association pour tout simplement venir en aide à ces clients-là. Conseiller les clients, leur montrer la voie, le chemin pour recouvrer leur somme. Malheureusement, l'association jusqu'à présent a son récépissé mais tarde à obtenir son agrément parce que la loi sur les prix et la protection du consommateur, c'est une nouvelle loi qui doit protéger les consommateurs, demande à ce que le ministère du Commerce délivre des agréments aux associations de consommateurs. Je vous dis, pour protéger les banques, ça, il faut le dire aussi, depuis 2021, nous avons déposé en bonne et due forme l'obtention de l'agrément et jusqu'à présent le ministère du Commerce tarde à donner aux associations de consommateurs leur agrément pour leur permettre d'intenter au nom de leurs adhérents des actions judiciaires. Parce qu'avec l'agrément, nous aurons la possibilité de porter plainte contre certaines banques. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la publicité mensongère, la publicité trompeuse que certaines banques mettent en avance. Autrement dit, la banque fait une publicité disant que voilà, le taux est à 4%, 3%, alors que si les clients viennent, ils leur appliquent un taux de 14-15%. C'est une publicité trompeuse. Maintenant, en cas de publicité trompeuse, il appartiendra à l'association, avec son agrément, de se constituer partie civile, de porter plainte contre certaines banques qui seront sanctionnées au tribunal. Nous l'avons fait. Malheureusement, à chaque fois, on nous réplique pour nous dire que vous n'avez pas qualité à agir parce que jusqu'à présent, vos agréments ne sont pas sortis. Pas du tout reconnu. Nous n'avons rien fait pour mériter cela parce que nous avons déposé en bonne et due forme, conformément à la loi, l'agrément. C'est au niveau du ministère du Commerce
que voilà, les choses tardent. Mais quand même, nous avons notre récépissé qui nous permet de continuer à exercer. Famara, à vous entendre, dans ce contrat entre banque et client, le client est toujours perdant. Il ressort perdant. Vous avez évoqué, voilà, dans beaucoup de vos réactions, cette question quand même des cartes GAP qu'on utilise, qu'on force souvent aux clients. Quelles conséquences sur vraiment l'obtention et pourquoi les banques préfèrent que les gens puissent posséder des cartes GAP? Oui, vous savez, la banque au Sénégal coûte très cher aux clients. Donc c'est le pouvoir d'achat du client qui est baissé à la banque. Si vous observez bien vos revenus qui quittent votre employeur passe par la banque pour vous parvenir, mais vous voyez que si ce qu'on vous paye, ce que votre employeur vous paye, si ça passe par la banque, mais c'est quasiment le tiers que vous allez recevoir, ce qui est extrêmement grave. C'est un coup dur au pouvoir d'achat du travailleur, parce que tout simplement, il y a des services qui lui sont facturés. Vous prenez la carte GAP, comme vous l'avez dit. Dans certaines banques, que vous demandiez ou pas, on vous force la carte GAP. Certains restent même des années sans utiliser cette carte-là. Certains ne prennent même pas la carte. Mais, in fine, ils sont facturés, ce qui est injuste. Facturer un service que vous n'avez pas utilisé. Des SMS banking, mais les SMS à 800 francs pour certaines banques, c'est extrêmement grave. Tout le monde sait que les messages, c'est 10 francs ou 15 francs à la limite. Mais 800 francs par message, avis de débit 800, avis de crédit 800 francs, mais c'est un abus qui plombe aujourd'hui, qui fait baisser, qui affecte le pouvoir d'achat du travailleur. Ouais. Donc, énormément d'abus, énormément d'arnaques. Vous prenez le cas de Bocar Sambodji qui est là. Nous avons épinglé une banque dans du faux, usage de faux, une banque qui falsifie la signature d'un client pour saisir ses biens. Nous avons aussi le cas de Moustapha Tal, le cas de beaucoup de commerçants. Donc, ce qui veut dire que les banques au Sénégal n'ont pas une très bonne moralité et il appartient à l'autorité de régulation, parce que nous sommes dans un cadre de co-régulation. Oui. Il y a l'État du Sénégal, il y a la Banque centrale, il y a d'autres régulateurs même qui doivent être acceptés, qui doivent participer, n'est-ce pas, à assainir l'environnement bancaire et tout simplement à prendre des sanctions pour dissuader certaines banques qui sont dans la délinquance financière. Et on note que même avec ces cartes-là, elles sont facturées à hauteur de 23 000. On vous parle de 23 000 et quelques pour 3 ans, mais vous expliquez souvent que c'est plus que ça. Effectivement, parce que la carte, on vous dit, c'est 23 400. Vous venez, vous souscrivez, mais in fine, vous êtes facturé à hauteur de 72 000. Ils ne vous disent jamais que c'est annuellement qu'on vous prélève 23 400. Ils vous disent tout simplement que la carte coûte 23 400. Donc vous pensez que pour 3 ans, vous pensez que la carte va coûter 23 400, mais vous vous rendrez compte que chaque année on vous prélève 23 400. Ce qui est une désinformation, ce qui relève de l'arnaque, d'un abus en réalité. On vous dit que les agios sont à 4 000 francs. Vous vous réveillez un bon matin, on vous facture 7 000 francs d'agio. Mais ça, c'est extrêmement grave. Est-ce que vous voyez? Donc, des pratiques bancaires qui frisent le vol, qui frisent l'arnaque, sont vécues aujourd'hui, sont appliquées aujourd'hui par les banques aux usagers. Oui, aujourd'hui, les banques sont dans le secteur tertiaire, mais nous constatons, et vous l'avez évoqué, que la plupart de ces banques-là sont des banques étrangères. Donc, leur impact dans notre croissance et notre économie est une croissance extravertie. Est-ce qu'il faut maintenant appeler les autorités à être très courageux, une politique courageuse de mise en place, par exemple, d'une banque nationale, et quel devrait être son impact dans l'économie et la croissance de notre pays? Absolument. Vous savez, il y a des pays où un étranger ou bien des étrangers n'osent pas créer une banque parce qu'une banque est très sensible et relève même de la souveraineté économique du pays. Aujourd'hui, imaginez qu'au Sénégal, que les banques étrangères décident de bloquer l'économie, c'est toute l'économie qui sera bloquée. En faisant quoi? Ah oui, en retenant la liquidité. Les banques peuvent saboter en retenant la liquidité.
Et là, ça sera extrêmement grave pour le pays. Donc, nous n'avons pas de souveraineté économique parce que notre économie est tenue par des banques étrangères. Qui ont des intérêts. Qui ont des intérêts et qui ne financent que leurs compatriotes. Je vous dis, au Sénégal, beaucoup de banques étrangères ne financent que leurs compatriotes qui sont au Sénégal. Vous voyez un industriel sénégalais qui vient, qui présente son projet, et un industriel compatriote qui vient, qui présente son projet de la banque, qui vient, qui présente. Mais les banques préfèrent financer leurs compatriotes que les Sénégalais. Les banques financent peu les Sénégalais et plus leurs compatriotes. Et c'est souvent avec des taux... Avec des taux préférentiels. Oui. Avec des taux préférentiels. Vous présentez parfois votre projet, vous donnez toute la documentation à la banque. La banque refuse de vous donner le financement, mais utilise ce projet-là à d'autres fins. C'est ce qu'on a vu dans ces pays-là. Et ça, c'est extrêmement grave. C'est pourquoi l'État doit veiller à ce qu'il y ait des banques nationales. Est-ce que cet État n'est pas trop faible vis-à-vis de ces banques? Oui, des banques de développement. C'est-à-dire que des banques qui ont des produits pour les Sénégalais, mais qui n'ont pas de produits pour elles-mêmes ou bien pour leur pays d'origine. C'est ce qu'on remarque aujourd'hui. Alors que, voilà, il appartient à l'État de renverser la tendance et de changer de paradigme. Voilà, donc on parle d'un pays presque endetté. Nous sommes à 119%. On parle économie, on sort un tout petit peu des banques. Aujourd'hui, pour terminer, Famara Ibrahima Cissé, être dans un pays qui a une dette évaluée à 119%, la Cour des comptes a parlé de 99,7%, ça a créé débat. Aujourd'hui, quelle réponse apportez-vous? Oui, c'est un État en faillite, parce que le rapport Barclays l'a dit. Un taux d'endettement de 119% du PIB, ce qui veut dire que voilà, l'essentiel de nos ressources est utilisé pour payer des dettes. Et nous, pour vivre, nous sommes obligés de nous endetter parce que nous avons un déficit budgétaire permanent, chronique et permanent. Et ces autorités sont en train de rétrécir le déficit budgétaire et rembourser les dettes qui ont été contractées par l'ancien régime. Et dans ces dettes-là, il faut reconnaître qu'il y a la grosse part de la dette cachée qui a été contractée au niveau des banques primaires. Donc, ce qui voudrait dire que ces banques-là sont en complicité avec l'ancien régime. Parce que tout simplement, elles ont voulu suivre la logique financière. Parce qu'une banque est très à l'aise quand elle donne un prêt à l'État du Sénégal. Même s'il y a un détournement d'objectifs, la banque, elle, ne s'occupe que du remboursement de ses intérêts, du remboursement du principal et des intérêts, parce que la banque, la dette est certaine et exigible. Sachant que c'est une dette qui est contractée hors circuit budgétaire, sans l'autorisation de l'Assemblée nationale, les banques ne suivent que leur logique financière, au détriment de la morale. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'éthique bancaire, que les banques devaient mettre en exergue et refuser parfois le financement de certains projets qui n'ont aucun impact sur la croissance, des projets qui sont incompréhensibles. Donc, ces banques-là devaient vérifier, n'est-ce pas, là où elles financent. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Elles ont trop suivi leur logique d'intérêt, leur logique financière, et parfois même, dans le rapport de la Cour des comptes, vous avez vu que des DAT ont été cassés, des remboursements n'ont pas été opérés, parce qu'en cas de défaut de paiement, c'est-à-dire que si l'État ne rembourse pas, les pénalités tombent. Et immédiatement. Et ça arrange la banque, parce que c'est de l'argent qui entre dans les caisses de la banque. Donc la banque préfère même te donner un prêt et que tu accuses... Voilà, tu accuses un retard de paiement, que tu ne payes pas à l'heure, etc. Ça l'arrange. Donc, les banques ont trop suivi leur logique financière au détriment des intérêts du pays. On parle d'une dette évaluée presque aujourd'hui à 18 000 milliards que Macky Sall aurait laissé à Bassirou Diomaye Faye. Aujourd'hui, avec le dernier rapport de Barclays, nous pouvons dire que nous sommes à plus de 22 000 milliards. Est-ce que cela n'est pas vraiment une catastrophe et
où est-ce que le Sénégal peut trouver les mécanismes avec peut-être certainement la banque d'investissement de la Chine? Est-ce que c'est un début de solution? Oui, c'est un début de solution parce que nous avons vécu un scandale et nous sommes en train de vivre ce scandale-là. 23 000 milliards de dettes, excusez-moi, 119% du PIB. Ce qui veut dire que c'est un pays qui est au bord de la faillite. Aucune marge de manœuvre, comme l'a dit le président. Aucune marge de manœuvre. Ils n'ont aucune marge de manœuvre, à part que ils ont la possibilité, avec la coopération sino-sénégalaise, d'avoir des accords et une banque asiatique qu'ils ont intégrée en tant que pays africain, premier pays africain, qui va leur permettre de satisfaire leurs besoins d'investissement. Et il y a aussi des contraintes qu'ils sont en train de mener, de serrer la ceinture pour pouvoir faire des économies et rembourser cette dette qui est exigible et certaine, parce qu'ils sont obligés de rembourser. Maintenant, il va falloir surseoir à certaines dépenses, à certains investissements, surseoir... Et qui ont des impacts sur la population surtout. Absolument. La population, presque, beaucoup pensent que un gars a fait des drôles. Oui, c'est tout à fait normal parce que nous sommes dans une période, dans une phase extrêmement difficile, avec des tensions de trésorerie permanentes, parce que nous sommes obligés de payer pour garder notre crédibilité, pour que l'État du Sénégal puisse encore s'endetter, garder sa crédibilité et entretenir la confiance des investisseurs, des bailleurs. Il faut qu'il honore ses engagements. Une dette, on la paye. Une dette internationale, on la paye. L'État du Sénégal ne peut pas ne pas respecter ses engagements. Maintenant, à côté, il va falloir que les Sénégalais comprennent la situation, resserrent la ceinture, mettre fin au gaspillage, à certaines dépenses. À commencer par les autorités, aussi. Absolument. Les autorités, je pense que le Premier ministre Ousmane Sonko l'a dit, ils sont en train de rétrécir certaines dépenses, de diminuer certains budgets. Le budget de la présidence a été revu à la baisse. Le budget du ministère, de l'Assemblée nationale, c'est vrai qu'a augmenté pour le deuxième trimestre, parce que tout simplement, il y a la commande des véhicules des députés, mais ce budget-là va encore baisser après. Le budget de la primature aussi est en train de baisser. C'est un budget qui a même baissé. Seulement, il y a eu des projets qui ont été affectés à la primature. Beaucoup de projets. Et des structures qui ont été greffées nouvellement. Ce qui a fait que le budget est à cette hauteur. Mais en ce qui concerne le fonctionnement de la primature, le budget a baissé. Et le mot de la fin, Famara Ibrahima Cissé. Oui, c'est-à-dire que vous remercier, mais aussi demander au peuple sénégalais de continuer à être vigilant, mais aussi de comprendre la situation, de serrer la ceinture, mais aussi au peuple sénégalais de veiller à leur éducation financière, c'est important, parce qu'ils ont des ressources qu'ils doivent protéger pour augmenter leur pouvoir d'achat. Et de nous suivre, de nous demander conseil s'ils ont des projets d'envergure ou bien des projets personnels qu'ils voudraient réaliser. Donc remercier la chaîne Diouroup TV, remercier M. Diouf ainsi que vous-même, mon homonyme Famara Diassi, pour l'interview qui m'est accordée. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'était l'entretien spécial avec Famara Ibrahima Cissé. Il est le président de l'association des clients et sociétaires des institutions financières. Il est aussi enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc, il connaît les chiffres et l'économie. Avec lui, on a changé sur beaucoup de questions. À la présentation, Famara Diassi, mise en onde aussi, voilà, là-bas, derrière la caméra, Abdulaziz Diouf, le Jam Djola. Et nous vous donnons rendez-vous pour notre entretien sur la chaîne des valeurs et du développement Diouroup TV.